صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اكيد كتار منكم ناطرين هالحلقه المميزه من كتاب. اليوم بشرفني استضيف بكتاب من استديوهات الام تي في، وحصريا لاول مره على تلفزيون لبنانيه، الكاتب الفرنسي الاكثر مبيعا بالعالم، مترجم الى اكثر من 45 لغه، وكتبه بيعت بأكثر من 21 مليون نسخة. بحب رحب بالكاتب الفرنسي مارك ليفي. Vous êtes le bienvenu à la MTV. Nous sommes vraiment heureux et honoré par votre présence. C'est moi qui suis très honoré d'être ici. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ici dans le cadre du 18e Salon du Livre. Vous avez déjà signé hier une autre signature aujourd'hui de votre dernier livre, L'étrange voyage de Monsieur Daldry. Oui. Donc tout le monde vous attend, tout le monde vous connaît. Vous avez beaucoup de fans au Liban. Et comme partout dans le monde, puisque vous êtes traduit dans plus de 45 pays, dans plus de 45 langues. Et nous savons que vous avez été traduit en arabe. 3 de vos livres ont été traduits et ils sont donc au Liban en arabe. مارك ليفي من مواليد فرنسا سنة 1961، ومن عمر 18 سنة التحق بالصليب الأحمر الفرنسي، وشغل عدد من المناصب لمدة 6 سنين، وهو حائز على إجازتين بإدارة الأعمال والمعلوماتية من جامعة باريس دوفين. أسس سنة 1983 شركة متخصصة بالصور السنتاز بفرنسا وأمريكا حتى سنة 1989، وبعمر 29 سنة انتقل للعيش من أمريكا إلى باريس من جديد، وأسس مجددا مع أصدقائه مكتب هندسي اليوم هو من أهم المكاتب للهندسة المعمارية بفرنسا. بدأ الكتابة بعمر 37 سنة عندما أصدر أول كتاب له Et si c'était vrai، كتاب بعده لليوم من أجمل الكتب اللي كتبها، لقى نجاح كتير كبير وصار بيست سيلر سنة 2000 عند دار نشر روبير لافون، وانتج كفيلم سينمائي لستيفن سبيلبرغ Just Like Heaven سنة 2005، وكمان تصدر البوكس اوفيس. ومن هذيك من سنة 2000 لليوم أصدر أكثر من 12 رواية كلهم بيست سيلرز، وبيعوا بأكثر من 25 مليون نسخة من حول العالم، ومثل ما سبق وقلت ترجموا إلى أكثر من 45 لغة. وكمان كتب كلمات أغاني لفنانين مشهورين مثل جوني هاليداي، وكتبه كمان أصبحت باند ديسيني. يعتبر دونك اليوم مارك ليفي من أعظم الكتاب الفرنسيين المشهورين عالميا. واليوم رح نتحدث عن آخر إصدار له L'étrange voyage de Monsieur Daldry اللي وقعوا امبارحة، واليوم الليلة رح يرجع يوقعوا على ستاند فيرجن بالبيال. Donc vous avez une grande carrière, même si vous avez commencé à écrire à 37 ans, mais de 37 ans jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait pas mal de choses. Et c'est votre première apparition sur la télévision libanaise, oui. Et je sais que c'est votre deuxième visite au Liban. Oui. Qu'est-ce que ce pays vous apporte, vous qui aimez tellement voyager et rencontrer de nouvelles personnes? Oh ben, c'est toujours un très grand plaisir d'arriver à Beyrouth. D'abord grâce à la générosité de l'accueil, et puis le Liban est un pays qui a toujours fasciné les Français, qui a toujours eu un lien très émotionnel, très tendre, très passionnel avec la France. Il y a un mariage de culture et
voilà, puis j'ai beaucoup de copains libanais. Quand j'étais au lycée, mon copain de lycée était libanais, donc ça a toujours été quelque chose d'assez présent. Donc le fait d'être à Beyrouth, et pour la deuxième fois, c'est un grand moment de bonheur. J'ai juste la frustration de ne jamais y rester assez longtemps et de pas pouvoir rentrer plus dans le pays, d'aller dans les montagnes et de découvrir plus le pays. Mais c'est quelque chose que je ferai probablement l'année prochaine, hors salon. Et vraiment pour le pur plaisir de la visite. Mais donc c'est un vrai moment de bonheur d'être là. كنت عم بسأله هذا تاني زيارة للبنان وأول مرة بلقاء على تلفزيون لبنانية. هو بحب كتير يسافر ويكتشف بلاد جديدة، بحب كتير لبنان وبحب الشعب اللبناني اللي بيأهل فيه، وأكيد شعب ضياف، ولكن ما بيقدر بعد ما تعرف مزبوط على هذا البلد، ويتمنى انه يجي برات اكيد كادر الصالون تيقدر يتعرف اكثر على هالبلد الجميل. Donc Marc Lévy, vous êtes l'un ou l'écrivain le français le plus connu et le plus vendu dans le monde. Quel est d'après vous le secret de votre succès? Est-ce les sujets que vous abordez dans vos livres? Est-ce les thèmes, votre style, tous les trois, ou peut-être vous avez su comprendre, vous avez saisi ce que le public a envie de lire? Écoutez, franchement, je n'en ai aucune idée. Je serais très rassuré, vous voyez, de pouvoir vous répondre et de pouvoir dire si, je sais, c'est pour ça. Mais je n'en ai aucune idée. Ça m'étonne à chaque fois que je me l'entends dire, parce que pour moi, je me lève pas le matin en pensant à ça, vous voyez. Mais je n'en ai aucune idée. Ça me fait un plaisir fou. Je suis extrêmement reconnaissant à tous les lecteurs dans le monde qui lisent mes livres, tout en me demandant pourquoi ils le font. Et je sais que j'essaye de faire mon travail avec le plus de sincérité, d'honnêteté. J'ai toujours eu une vision très artisanale de mon travail, avec cette envie de progresser à chaque livre et de jamais me dire que j'étais arrivé là où je voulais aller. Voilà, je pense que l'écriture c'est un territoire de liberté extraordinaire, et que le seul gardien de cette liberté, c'est de faire son travail très humblement, en faisant le travail sérieusement, mais en se prenant soi-même jamais au sérieux. Et donc, je suis incapable de vous répondre à la question pourquoi est-ce que ça plaît. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça me fait très plaisir. Mais je ne sais pas pourquoi. Et chaque fois que vous écrivez un livre, c'est un nouveau défi, surtout que maintenant tout le monde attend vos nouveautés. Non, mais c'est un nouveau défi parce que tout artisan qui commence un travail est vous voyez, est confronté à un nouveau défi, parce que le propre du travail, de l'amour du travail, c'est, je crois, c'est de se dire trois choses en permanence dans son travail. D'abord, c'est de se dire qu'on a commis des erreurs. C'est de se dire qu'on espère qu'on va travailler pour pas les commettre à nouveau. Et c'est de se dire qu'en même temps, on va en commettre de nouvelles dont on ignore tout. Et c'est cette passion. Mais c'est vrai dans l'écriture, mais c'est vrai pour l'homme qui travaille la terre, pour l'homme qui travaille le bois, pour le sculpture, pour n'importe quel métier. C'est l'amour de son métier, c'est ça en fait. La passion. La passion de son métier, c'est justement le fait de, oui, à chaque étape de sa vie, de se dire bon bah voilà, j'ai appris à faire ça, alors maintenant mais il me reste encore tout ça à apprendre, et voilà, et c'est ça qui est passionnant. كنت عم بسأل مسيو ليفي شو هو سر نجاحه انه هو من الكتاب الفرنسيين الاكثر شهرة واكثر مبيعا بالعالم، اللي ما بيعرف وما ممكن يكون عم بيفكر بالموضوع، بس هذا الشيء كثير بيفرحه اكيد، ولكن بيلاقي انه الشغف للعمل اللي بنقوم فيه هو اللي بيخلينا ننجح فيه. ومن هيك بيعطي اكيد على طول قال لي ثلاث امور كثير مهمه، انه واحد يتقبل الاغلاط اللي بيعملها ويعرف يتعلم منها، ويعرف انه ممكن يعمل غير اغلاط، وهيدا الشيء ما لازم يضايقه، بالعكس بس يعرف يشتغل على حاله. Donc vous avez commencé à écrire à 37 ans. Donc
et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire à un âge où déjà peut-être on croit qu'on n'a pas ce talent là, aussi, donc le talent que vous aviez et que vous avez pu plus tard élaborer avec vos 12 romans, est-ce qu'il y avait en vous quelque chose avant qui dormait et donc vous étiez conscient, ou est-ce que c'est à 37 ans, comme ça, par hasard, quand vous avez voulu écrire un livre à l'homme que votre fils sera un jour, ouais. Est-ce que c'est comme ça que l'idée est venue? Oui, c'est vraiment comme ça que l'idée est venue. Moi, j'avais écrit un manuscrit quand j'avais 17 ans. Bon, et puis je l'avais donné à lire à ma poubelle, et je suis très content que ma poubelle ait été le seul lecteur de ce manuscrit, parce que c'était vraiment très mauvais. Vous ne le regrettez pas? Non, du tout. Et oui, j'avais envie d'écrire à 17 ans. Alors après, vous savez, on a toujours tendance à réécrire sa propre histoire, enfin l'histoire, c'est-à-dire que si j'étais devenu chanteur à 37 ans, je vous aurais dit, ah oui, quand j'étais petit, je chantais sous la douche. Mais bon, il y a plein de gens qui chantent sous la douche, et il y a plein de gens... Je crois que j'avais très tôt découvert l'extraordinaire pouvoir du conteur d'histoire. C'est vrai que moi, quand j'étais enfant, et ça me rajeunit pas quand je dis ça, mais n'en tenez pas compte, mais quand j'étais enfant, en France, il y avait une seule chaîne de télévision et elle marchait de 7h du soir à 10h du soir, quoi. Donc il n'y avait pas les jeux vidéo, il n'y avait pas l'informatique, et on jouait beaucoup avec les copains quand j'étais adolescent à ce qu'on appelle, vous savez, les jeux de plateau, dans les donjons et dragons. En fait, on jouait beaucoup à se raconter des histoires et on se racontait des histoires pour se faire peur. Et j'ai toujours été conscient de ce pouvoir extraordinaire du conteur d'histoire. Et c'est vrai que j'adorais ça, j'adorais raconter des histoires. Et entraîner les copains, vous voyez, dans un univers différent. Et c'est ce que je cherchais dans la lecture. C'est-à-dire que j'étais émerveillé parfois d'être au fond de mon lit en plein été et puis de lire un livre qui se passait en hiver et j'avais froid au milieu de l'été ou j'avais chaud au milieu de l'hiver, et je trouve que ce pouvoir du livre... Vous avez toujours envie de vivre des émotions, des situations que vous ne vivez pas pendant le moment même. Mais en fait, malheureusement, on n'a qu'une seule vie, et en lisant, on en a plusieurs. D'où vous posez toute votre imagination, de vos lectures, des films que vous voyez, de la réalité elle-même, puisque vous dites que la vie elle-même a plus d'imagination que n'importe quelle autre. Les histoires, elles naissent, elles viennent des gens. Toujours des gens. Vous voyez, je disais à un de vos confrères journalistes ce matin, hier, mes amis libanais m'ont très gentiment amené de dîner dans un restaurant italien de Beyrouth, et je suis rentré dans ce restaurant et il y avait une table, et à cette table il y avait des Libanais qui étaient là. Il y avait un monsieur qui devait avoir une 60aine d'années, il y avait sa femme, il y avait un de leurs amis, et je regardais ces visages. Et à l'heure où tout le monde veut se mettre au botox, vous voyez, faire disparaître les rides, hein. Les rides sur les visages sont les écritures de la vie. Bien, et moi, je disais à votre ami journaliste, j'avais qu'une envie, c'était de m'asseoir à la table. Ces gens avaient des visages tellement incroyables, tellement expressifs. J'avais envie de m'asseoir à leur table et de dire, pardon, mais est-ce que vous voulez bien me raconter vos histoires à chacun? Donc c'est toujours les personnages. Voilà ce couple que j'ai entreaperçu comme ça dans le restaurant hier, je sais qu'un jour ils seront, même si je ne les rencontrerai jamais, mais ils vont être les personnages un jour d'un de mes romans, parce que tout de suite je les ai vus, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'ils sont beaux tous les deux. Oui, vous vous souvenez de l'époque où vous voyez Anthony Quinn arriver Oui, avec ses rides bien tracées. Oui, on a envie de revoir tout ça. C'est la vérité des gens, la vérité des choses. C'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ça mon écriture, donc ça vient toujours des regards, des gens, de rencontres. Et donc je vais juste traduire un peu ce qu'on a dit. قلت له من وين عنده كل هالخيال الواسع. هو بيقول انه الحياة بحد ذاتها هي منبع للخيال، وهو بيآمن انه بيقدر بيفتش على خياله بالناس، بحياة الناس، بوجوه الناس. وخبرنا كيف امبارح وقتها كان بمطعم لبناني كان طلع باله يقعد على طاولة فيها رجال ومرأة واصحابهم، كيف
منن اكيد هو عطى هذا الاكزامبل انه مش حاطين بوتوكس بعده كل يعني تكوين وجههم مثل ما هن بنحس انه عن عمرهم بنحس انه هن بعدهم على طبيعتهم وهذا الشيء اللي بيحب كمان انه يقولون يحب انه يخبرهم بقصصهم دونك l'histoire de Monsieur Daldry, de l'étrange voyage de Monsieur Daldry, se passe entre Londres et Istanbul. Et donc dans les années 60. Et sachant que vous avez été à Istanbul et que vous avez des origines turques, est-ce là un point de départ à l'écriture de ce dernier roman où vous allez peut-être aussi à la rencontre de cette autre vie qu'on a tous, comme vous le dites, et qu'on découvre plus tard, ou peut-être qu'un jour on va mourir sans avoir découvert cette nouvelle vie. Au départ, il y avait plusieurs envies quand j'ai écrit ce livre, mais il y en avait une qui était de parler de la rencontre de ces deux êtres qui sont en fait, qui ont une apparence sociale, mais qui sont terriblement seuls. Et Alice, elle a une bande d'amis qui sont tous plus ou moins artistes et elle a comme ça cette vie en apparence très joyeuse, mais finalement à la fin de la journée, quand elle rentre chez elle, elle est dans une solitude incroyable. Et lui, Daldry... ça c'est un problème qu'on voit beaucoup au XXIe siècle. Énormément. Et lui, Daldry, il est peintre comme ça, alors c'est un peintre un peu particulier, il peint des carrefours, et c'est un personnage très complexe, mais au fond de lui, c'est un... Je crois que c'est un homme qui est bourré de sentiments et d'amour, qui ne le montre pas. Mais qui est incapable de le montrer, qui est complètement... Un jour, mon meilleur ami m'a dit c'est quoi le prochain sujet de ton roman? Et je lui ai dit en plaisantant, c'est la rencontre de deux huîtres. Vous savez, avec les deux coquilles qui vont comme ça s'ouvrir tout doucement. Oui. Et oui, ça se passe entre Londres et Istanbul parce que c'est en même temps la rencontre de deux cultures et surtout c'est une quête identitaire. C'est-à-dire, en fait, ces deux solitudes, elles sont pas nées du hasard, elles sont nées du fait que l'un comme l'autre finalement ignorent ou n'acceptent pas ce qu'ils sont et là d'où ils viennent. Ils sont à la recherche de ce qu'ils ils sont à la recherche. Daldry parce qu'il a Daldry parce qu'il a jamais guéri de la relation qu'il entretenait avec son père et de la, on va dire, de l'effondrement de l'image du père qui s'était fait. Et elle, parce que finalement, elle va s'apercevoir qu'elle n'est pas qui elle est. Ou qui elle croit être, et elle ignore toutes ses vraies origines, et elle ignore tout quelque part de la mémoire du sang qui coule dans ses veines, et elle porte en elle comme ça une sensibilité qu'elle a complètement cachée qui a été enfouie par l'éducation qu'elle a reçue, qui a été enfouie par la culture à laquelle elle appartient, et qui en fait sont des émotions qui bouillonnent dans un sang qui est tout autre que celui qu'elle croit. Donc c'est une recherche d'identité. C'est une quête identitaire, oui. Oui, une quête d'identité, mais qui fait mal quelque part aussi. Voilà, tout ça, mais en même temps, tout ça raconté à travers un grand voyage qui va emmener les personnages de Londres jusqu'à Istanbul. Donc nous ressentons dans tous vos romans, et surtout dans celui-ci, l'amour de l'ailleurs, de découvrir la vie des autres, de découvrir le monde des autres, et des histoires qui ne sont pas les vôtres. Et je crois que cela aiguise votre curiosité. Moi, j'ai toujours été très amoureux de la différence de l'autre. Et de la culture de l'autre. Moi, mon père me disait quand j'étais petit, tu sais, il y a deux façons de faire ta vie. Tu peux te mettre au centre de ta propre vie, ou tu peux mettre les autres au centre de ta propre vie. Et dans un cas, tu vas t'ennuyer beaucoup et ennuyer beaucoup les autres, et dans l'autre, dans l'autre, tu auras une vie passionnante, parce que la diversité du monde est magnifique. Exactement, exactement. C'est très beau, tout ça. Votre papa était, je crois, un poète dans l'âme. Mon père a été écrivain aussi. Oui. Oui. Et donc, vous avez dit aussi, on porte toujours son pays en soi. Donc, malgré tous vos voyages, M. Lévy, vous dites que vous êtes attaché quand même à la France, mais vous la quittez pour ne pas qu'elle vous ennuie, pour ne pas rentrer dans la routine que vous n'aimez pas? Ah non, je la quitte pas
de peur qu'elle m'ennuie. D'ailleurs, je la quitte pas. Je voyage. Ouais. Et vous retournez toujours. Ouais, ouais. Et pourquoi le titre L'étrange voyage de Monsieur Dadry et non pas L'étrange voyage d'Alice, puisque c'est elle l'héroïne? C'était difficile à faire, l'étrange voyage d'Alice. Après, surtout qu'il y avait l'Alice au Pays des Merveilles. Et pourquoi vous l'avez nommé Alice? Et puis parce qu'en fait, je crois que c'est aussi l'étrange voyage de Monsieur Dadry. C'est-à-dire que finalement, il est le moteur de cette histoire. Il est la locomotive. Et quelque part, je ne peux pas dévoiler l'histoire du roman, mais il y a un... Je me suis beaucoup posé la question, parce que c'est vrai que le personnage principal du roman est Alice, mais c'est peut-être aussi parce qu'à la fin du roman, je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup attaché à lui. Et vous savez, quand on termine un roman, il y a une chose qui est très, très étrange, très déroutante. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours vécu ça. C'est que j'ai énormément de mal à me séparer des personnages. Et quand le roman se termine, il y a une espèce de tristesse à l'idée de... Vous savez, c'est un peu comme si on raccompagnait à la gare des amis en se disant on va pas les revoir avant très très longtemps, peut-être même qu'on les reverra jamais. Et surtout dans ce monde maintenant qui est si vaste, moi j'ai des amis qui sont dans le monde entier et on sait que finalement on les voit pas avec la distance. Et quand on termine un roman, il y a cette sensation-là, vous voyez, de se dire mince, je vais pas les revoir. Et je crois qu'en appelant le roman, alors je m'étais beaucoup attaché à Daldry, beaucoup, et en appelant le roman L'étrange voyage de Monsieur Daldry, c'est une façon de continuer à cette relation avec lui, parce que vous voyez là, on vient de parler de Monsieur Daldry. Et c'est vous qui pouvez contrôler donc cet attachement. Donc vous pouvez aussi reprendre Monsieur Daldry dans un autre roman pour continuer. Oui, mais c'est très difficile, parce qu'en fait il faut le faire. Il faut le faire avec une vraie raison de le faire. Vous voyez, quand j'ai écrit la suite de Et si c'était vrai, on m'avait demandé pendant des années d'écrire la suite, et puis pendant des années j'ai dit non, je l'écrirai pas, parce que je voulais pas que ça soit opportuniste, je voulais pas que ça soit, vous voyez, le fait d'écrire une suite pour écrire une suite. Bon, et puis en fait, c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a eu une envie de retrouver les personnages qui a été tellement forte à un moment donné que j'ai dit bon, allez, mais il a fallu que je trouve l'histoire qui justifie d'eux. Bon, là, c'est vrai que ce serait un plaisir énorme pour moi de renouer avec Daldry, et avec Alice d'ailleurs, mais de renouer avec les deux. Mais bon, il faut trouver l'histoire qui aille. Et quand vous commencez un livre, un roman, est-ce que vous savez déjà comment vous allez le finir? Est-ce que vous laissez le livre vous guider, ou c'est vous qui guidez vraiment, qui contrôlez vos idées? Non, les deux. En fait, c'est les deux. C'est comme prendre la mer. C'est-à-dire que vous partez en bateau. La mer vous prend aussi. Et voilà, vous savez, vous avez une idée de l'endroit où vous voulez aller, mais c'est la mer qui vous prend. Et c'est la mer qui vous y emporte et qui vous y emmène. Même si de temps en temps, vous voyez, votre ego d'homme vous donne l'impression que c'est vous qui dominez et vous qui prenez le cap, mais si la mer a décidé de vous empêcher d'y aller, elle vous empêchera d'y aller parce qu'elle est plus forte que vous. Donc c'est un mélange des deux. Oui, en général, je connais la fin parce qu'on prend pas la mer sans se dire bah tiens, je voudrais aller là-bas. Mais il arrive que la fin change. Parce que d'ailleurs, en donnant vie aux personnages, les personnages vous imposent des choses. Je peux vous dire que dans L'étrange voyage de Monsieur Daldry, c'est vraiment Alice qui a décidé de la fin. C'est pas vous? Non. C'est elle. Et les personnages que vous abordez, ce sont aussi des gens que vous avez envie, avec lesquels vous avez envie de peupler, peut-être une solitude aussi que évidemment. C'est une famille d'amis. Vous savez, je suis convaincu que le marionnettiste qui aime vraiment son métier, le soir, quand il remet les marionnettes dans leur boîte, il leur dit bonsoir. Alors on peut dire c'est idiot, on va pas dire un bonsoir à une marionnette de bois, mais pour le marionnettiste, les marionnettes elles sont en vie, parce que sinon il peut pas leur donner vie toute la journée et considérer que c'est des morceaux de chiffon et de bois le soir. Je crois que pour le romancier c'est pareil. Vous pouvez pas passer enfermé 4 mois, 5 mois dans votre bureau à raison de 14-15 heures par jour à animer, à donner vie à des personnages, et puis quand le roman est terminé, dire ben non, ils n'existaient pas. Oui, ils existent, ils finissent par exister. Exactement. Puisque vous les puisez dans les vies des autres. Absolument. Qui existent aussi. Oui. جرب ارجع كثير هيك سريعا
ولكن ما حبيت من سؤال لسؤال عم نفوت كمان بدهاليز شخصية كتير مهمة بالأدب الفرنسي. هو بحب يفوت بحياة الآخرين، ومثل ما كان يقول له بيو أو بدك تحط حالك أنت يعني بالنص وكلهم تكون أنت يعني حديث الكل، أو بدك تحط الكل بالنص وتعرف تتعرف عليهم. وهيدا اللي عمله وهيدا اللي وصله للنجاح. وأكيد بحب يسافر كتير لأنه بحب يتعرف على كل شيء مختلف، أكيد كبلدان وكأشخاص. وسألته إذا وقت يكتب القصص بيعرف كيف رح تخلص. أيام أكيد بيكون حاطط فكرة براسه، ولكن بيعيش مع الشخصيات والأبطال اللي بيخترعهم، وما بيحب يودعهم على طول. في مثل يعني مغصة بقلبه وقت يودعهم، ولكن قلت له ممكن هو يرجع يلتقى فيهم بكتاب تاني. وهذا الشيء هو أيام ما بيعرف إذا رح يحب يعمله أو لا. وهو لقى إنه بهذا الكتاب أليس البطلة هي قررت عن نهاية الكتاب كمان. Alice, l'héroïne, donc rencontre dans ce livre une voyante et donc décide d'entreprendre un long voyage en compagnie de Monsieur Daldry, son voisin. Et elle devrait voyager et rencontrer 6 personnes pour pouvoir arriver jusqu'à l'homme de sa vie qui vient de passer derrière son dos. Pourquoi tout ça? Est-ce que vraiment il faut mériter l'amour de sa vie? C'est-à-dire on doit faire bien sûr symboliquement tout ce voyage, rencontrer toutes ces peines avant de rencontrer l'amour. Non, je crois que c'est pas une question de mériter, c'est une question de faire le voyage qui va vous ouvrir l'esprit et le cœur pour que vous puissiez reconnaître la personne. C'est beaucoup plus l'idée de la reconnaître que l'idée de la mériter. Parce que parce que c'est vrai que pendant une grande partie de sa jeunesse, on a souvent, enfin pour beaucoup d'entre nous, on a toute une idée de la vie et une idée de l'amour qui fait qu'en général les histoires d'amour sont assez désastreuses. Et je crois que la maturité amoureuse, la maturité sentimentale, c'est d'avoir ouvert son cœur et ses yeux et son esprit pour pouvoir reconnaître l'autre quand il passe devant vous. Vous savez, il y a cette merveilleuse théorie, enfin cette merveilleuse légende qu'on appelle la légende du Bachert, qui dit que Dieu sur terre a créé pour chaque être humain son autre moitié, et que toute l'intelligence de sa vie, c'est de le reconnaître quand il la rencontrera. Vous voyez, c'est pas de la rencontrer, ou c'est de le reconnaître. C'est de le reconnaître et de savoir le garder. Oui, mais de reconnaître, de dire tiens, c'est mon autre moitié, c'est cette personne-là. Alors après, c'est là que l'amour commence, c'est là que l'histoire d'amour commence, c'est quand on commence à construire. Moi, c'est drôle, je me suis toujours demandé pourquoi dans l'histoire des hommes, on commençait par se marier. Et alors que pour moi, le mariage, ça devrait être la récompense. Vous voyez, en fait, c'est très vrai. Oui, vous savez, ça devrait être la récompense suprême, c'est-à-dire le fait d'avoir vraiment construit une vie avec quelqu'un, d'avoir donné de soi, d'avoir pris cet amour, fait que au terme d'une construction, on a le droit de dire c'est un mariage, vous voyez. Alors qu'en fait, nous, les êtres humains, on fait le contraire. On commence par dire c'est un mariage et puis... Après, dans beaucoup de cas, on remarque que c'est pas la personne. Ça devrait être un aboutissement, mais c'est probablement une vision très romantique de la chose. Non, mais très vrai aussi. Vous dites, vous avez fait tout tardivement, comme vous le dites, vous avez commencé à écrire à 37 ans, mais est-ce là aussi votre philosophie de vraiment avoir beaucoup d'expérience, de maturité, avant d'entreprendre n'importe quoi dans la vie? Non mais vous savez, c'est drôle parce que moi, on m'a souvent dit vous avez commencé à écrire tardivement. Moi, je suis très admiratif devant ceux qui commencent à écrire à 20 ans parce que l'écriture, c'est avant tout l'écriture de la vie. Donc finalement, quand on écrit à 20 ans, c'est beaucoup plus extraordinaire que de se mettre à écrire à 40, où on a déjà 20 ans de vie adulte, où on peut commencer à raconter des choses. Et d'ailleurs,
je crois que pour une question de virtuosité, on confond le fait d'entrer en musique ou en danse ou très très tôt avec le fait de devenir cinéaste ou écrivain. Et je crois il est plus facile de devenir cinéaste ou écrivain à 40 ans quand on a vécu déjà 20 ans que de devenir cinéaste à 20 ans ou écrivain à 20 ans. D'ailleurs, beaucoup d'écrivains ou de cinéastes qui ont commencé à 20 ans ont fait un premier film ou un premier livre et ensuite ont eu besoin d'avoir des années de vie et de vécu et d'expérience pour pouvoir recommencer à raconter des choses. Il n'y a là d'ailleurs aucun jugement de valeur de ma part, c'est quelque chose oui, si vous voulez devenir danseuse à l'opéra, il faut entraîner votre corps, parce que c'est quelque chose finalement de physique. Quand vous voulez devenir concertiste, il faut travailler les doigts. Mais le talent n'a pas d'âge. Mais d'ailleurs, une virtuose de 18 ans n'aura probablement pas la même sensibilité qu'une virtuose de 35 ans qui aura vécu. C'est simplement parce que la vie, et c'est pas d'ailleurs sur le registre très ennuyeux, vous voyez, il faut apprendre des choses, c'est parce qu'il faut que des émotions vous aient traversé. Il faut, oui, on parle mieux de la rupture amoureuse quand on en a vécu une soi-même. Exactement. Vous voyez, et on parle mieux de l'émerveillement d'une naissance quand on a vu un enfant naître, ou on parle mieux de la mort quand on a été confronté à la mort, etc., etc. Parce qu'on parle d'une situation qu'on a vécue, d'une vérité qu'on a qui est pas d'ailleurs toujours, oui, qui est d'ailleurs pas toujours la sienne. Moi, je sais que je me souviens de la mort du père d'un de mes meilleurs amis, et voilà. Moi, Dieu merci, mon père est en vie, mais je n'aurais probablement pas pu écrire mon roman Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites si je n'avais pas vu ce par quoi mon meilleur ami était passé. Bon, et heureusement pour lui, à 18 ans, il n'y était pas encore, et vous voyez, il n'avait pas traversé ça. Donc oui, la vie vous donne des expériences qui vous permettent ensuite d'écrire. Et vous pouvez vraiment profiter aussi des expériences des autres, comme vous mais de toute façon, le métier d'écrivain, c'est un métier d'observateur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce que mon propre père m'a enseigné. Il faut jamais pour moi, ce qui est le plus terrible, c'est d'écrire en se regardant soi-même écrire, ou c'est d'écrire l'histoire de son propre nombril. Le monde est riche d'une telle diversité, les autres sont tellement passionnants. Exactement. Que c'est merveilleux de raconter les autres. L'autre est magnifique. Exactement. Et l'ouverture vers l'autre et la tolérance et comprendre et mieux aussi accepter l'autre. Et oui, mais c'est d'ailleurs, je trouve que chaque être humain en soi est porteur, chaque être humain est porteur d'une histoire. Donc il y a 7 milliards d'histoires autour de vous. Donc si vous passez votre vie entière à fabriquer votre petite œuvre autour de votre propre histoire, vous vous privez, vous voyez, de 7 milliards d'autres histoires. Ce serait dommage. Exactement. C'est la télé à une chaîne. Exactement. Monsieur Daldry, vous êtes attaché donc à Monsieur Daldry, le personnage, et on remarque qu'à travers le roman, nous commençons à vraiment aimer ce personnage parce qu'on retrouve chez lui un côté très humain et un homme très tendre. Est-ce que dans chaque personne, est-ce que vous croyez que chaque personne est porteuse de beaucoup de bonnes choses, même si elle-même ne sait pas encore? Moi, je crois que pour moi, le sens de la vie, c'est qu'on est tous en soi porteurs d'une partie d'humanité. C'est ça la vie en fait. Pour moi la vie qu'on vous confie, c'est ce fragment d'humanité qu'on vous confie et qui vous illumine tant que votre corps le contient et puis qui sera donné à quelqu'un d'autre, à une autre vie le jour où on meurt. Mais c'est ça. Alors oui, je pense qu'il y a des blessures de la vie, il y a des souffrances, il y a des frustrations, il y a des privations qui font que l'expression première d'un être humain peut être l'opposé de ce que l'on appelle l'humanité. Mais je pense qu'il y a, au fond de soi, au fond de chaque être humain, il y a une partie d'humanité. Il y a quelques êtres humains qui ont décidé de la sacrifier au nom de son opposé. Je pense aux dictateurs et je pense aux tyrans, je pense aux tortionnaires, je pense aux bourreaux et je pense à tous ceux qui abusent de leur force. Mais je crois que finalement... à la fin de leur jour,
ils auront été aussi leurs propres victimes. C'est très beau. مسيو دالتغي اللي بيحكي عنه بالكتاب واللي هو كثير متعلق فيه كشخصية، بنلاحظ من خلال الكتاب كيف نكتشف إنسانيته، وهو بيآمن إنه بكل إنسان أكيد في كثير أمور جميلة، ولكن في ناس بتقرر إنه تنسيها أو تضحي فيها، مثل عم بيفكر أكيد بالديكتاتوريين والطغاة، ولكن أكيد كل إنسان في شيء جميل فيه. Vos livres sont tout le temps critiqués, surtout vous savez quand quelqu'un a beaucoup de succès, donc il est l'objet de beaucoup de critiques, parfois négatives, parfois positives. Et surtout on entend des critiques comme, bon, Marc Lévy, c'est un écrivain commercial, populaire. Qu'est-ce que vous répondez d'habitude à ces critiques, ou vous ne répondez même pas? D'abord, moi je trouve ça très bien d'être critiqué, parce que comme je vous le disais, le plus important dans ce métier, c'est de le faire avec humilité. Et finalement, la critique, c'est toujours un moyen de se remettre en question et de se remettre en cause. Et puis l'humour, c'est de savoir se moquer de soi-même avant de se moquer des autres. Et donc, je trouve ça très bien d'être critiqué. Quelqu'un à qui on ne ferait que des compliments, à mon avis, deviendrait très vite très bête. Donc, ça vous pousse à travailler plus sur vous-même. Oui, moi, je suis très reconnaissant. Ensuite, je vais vous dire très franchement, je trouve que vous savez, il y a 2-3 ans, j'emmenais une équipe de télévision à visiter l'Institut Pasteur, parce que je donnais un petit coup de main pour la Fondation Pasteur. Et à un moment donné, dans une allée, on a croisé une dame qui marchait comme ça dans notre direction. On s'est arrêté parce que l'accompagnateur qui était avec nous voulait lui dire bonjour. On lui a dit bonjour. Et puis quand elle est repartie, cette dame, le monsieur m'a dit, vous savez qui est cette dame? Alors j'ai dit non, je sais pas qui c'est. Et il m'a dit, c'est la dame qui a découvert le virus du sida. Et j'ai regardé, je discutais avec le caméraman et je lui ai dit, mais c'est pas moi qu'il faut filmer, c'est elle. Hein. Donc vous savez, après, ce qui est très très bien avec la critique, c'est que ça vous rappelle qu'on écrit que des livres. On n'a pas, vous voyez, vous n'inventez pas grand-chose, c'est ça? Non, mais je veux dire, on joue notre rôle dans la société, c'est très bien, mais on n'a pas découvert le vaccin contre le cancer et on n'a pas, donc voilà, il faut tout relativiser, mettre. Voilà, la critique est nécessaire. Alors après, la critique sur le côté commercial, populaire, moi je suis très heureux d'être populaire. Ouais. En tout cas, vous avez beaucoup d'envieux. Et je crois que l'écrivain qui dit moi je veux pas être populaire est un menteur. Exactement. Parce que quand on écrit, c'est pour partager. Et moi je n'ai jamais rien vu de péjoratif dans le mot populaire, au contraire, parce que moi je fais partie du peuple. Exactement. Et vous devez plaire aux gens qui... Alors bon, s'il y a des gens... non, mais s'il y a des gens qui se considèrent très très supérieurs aux autres, vous voyez, qui eux ne veulent pas être populaires parce qu'ils veulent pas appartenir au peuple, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'à la fin de leur vie, ils se rendront compte qu'ils se sont privés de quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis très heureux d'être populaire. Et en même temps, très reconnaissant d'être critiqué parce que c'est... Ça, c'est une preuve que vous avez beaucoup de succès. Parce oui, que non, gens mais indépendamment de ça, l'humilité est un muscle, il faut le travailler. C'est vrai. Un dernier mot à vos fans et téléspectateurs libanais du monde entier. Et écoutez, je suis fou de bonheur d'être au Liban. En même temps, j'ai énormément le trac parce que c'est toujours très impressionnant d'être loin de chez soi, la rencontre d'un public... d'un public et tout à l'heure je vais faire une rencontre avec une conférence je crois à 17h et suivie d'une signature à 18h au Biel, et je suis vraiment très ému et très heureux d'aller à la rencontre du public libanais, et je vous remercie énormément. C'est nous qui vous remercions. Je vous remercie au nom de tous les Libanais pour tous vos romans qui nous font rêver. Et peut-être on découvre l'autre moitié déjà méconnue à travers vos livres. Merci d'observer le monde et de nous le donner en belles paroles. Et merci pour votre livre que vous m'avez offert et que j'ai mis là parce que... C'est moi qui vous remercie de l'avoir mis en valeur. C'est parce que je signe aussi au salon le jeudi. Ça me fera. Mais merci pour votre livre. Et j'adore le titre. Merci à vous, Marc Lévy. Je vous remercie encore une fois. Bonne journée. Et en espérant vous revoir très bientôt au Liban avec un nouveau best-seller encore.
ميرسي عفو. مشاهدينا الكرام، كنا مع مارك ليفي بمقابله حصريه على الام تي في. انا موعدة معكم بكره على الساعه 12 مع كتاب فرانكوفونيين عالميين، وهلا بنبقى مع بريك اعلاني.